L'année 2020 correspond à l'an 5170 du calendrier amazigh. Le nouvel an amazigh, appelé par les populations berbères Yennaïr, est fêté par les populations d'Afrique du Nord depuis la plus haute antiquité. C'est à l'initiative de l'Académie berbère, qui est une association culturelle ayant son siège à Paris, que fut fixé le calendrier berbère en 1980. Le point de départ de ce calendrier fut décidé comme étant l'an 950 avant Jésus-Christ. Cette date correspond au début du règne du pharaon Sheshonq I, connu par les populations berbères comme étant Sheshnak, originaire de la tribu des Mchaoucha, du pays des Lebou. Les Lebou, c'est ainsi que l'on désignait dans l'Antiquité les habitants de l'Afrique du Nord. En fait, pour l'initiateur de ce calendrier, c'est Ammar Negadi, c'est l'origine berbère de ce pharaon qui a déterminé ce choix et rien d'autre. Or, faire commencer le calendrier amazigh par l'accession au pouvoir d'un chef militaire berbère ayant fait un coup d'État pour devenir pharaon à la place du pharaon, lui-même berbère, c'est faire un raccourci de l'histoire des Amazirs. C'est aussi énoncer une contre-vérité historique, dans la mesure où la population d'Égypte et ses pharaons étaient berbères et se reconnaissaient comme tels, puisque depuis les temps les plus reculés, la population d'Égypte, donc de ce pays, se définissait comme étant des Misra. Misra, Mis en berbère veut dire fils, et Ra fait référence au dieu soleil. D'ailleurs, dans la langue arabe, on appelle l'Égypte, on l'appelle Misra. Donc, cette population d'Égypte vénérait le même culte du bélier que ses frères de l'Ouest. En effet, la berbérité de l'Égypte des pharaons se vérifie aussi bien sur des considérations géographiques, archéologiques, linguistiques, qu'historiques et religieuses. Alors, sur le plan de la géographie et de l'archéologie, les appellations d'origine de lieux, des noms de lieux ou de cours d'eau renvoient généralement à l'identité de leur population. Ainsi, en Égypte pharaonique, certains de ces noms trahissent leur origine berbère. Il en est ainsi par exemple de Assouan. Assouan, qui veut dire en berbère « ils ont bu » et qui se dit « Assouan », « Assouan ». Ou alors l'oasis de Siwa, « Iswa », « il a bu ». De même que de Tinis, qui est la capitale de l'Égypte antique, durant la période allant de moins 3150 à 2700 avant Jésus-Christ. Et dont l'appellation est à rapprocher de la ville de Ténès, qui est située à environ 250 km à l'ouest d'Alger, ou même de la capitale de Tunisie, Tunis. Ce terme, Ténès ou Tunis, veut dire bivouac ou campement. En berbère, évidemment. Le troisième pharaon de cette période, dite Tinnite, porte le nom de Djer, dont l'étymologie pourrait être en relation avec le Djebel Djerjer, Djurdjura, Djerjer, qui veut dire grand, Djer, grand, ou avec le cours d'eau d'Algérie, se trouvant un peu au sud de, environ 70 km au sud d'Alger, qui est le Oued Djer. Pour ce qui est du plus long fleuve du monde, Werner Vichitzi soutient que Nil est une appellation d'origine berbère. Ça, si vous retenez le nom, vous pouvez trouver la référence sur Internet. En effet, Il désigne en berbère l'eau, fleuve ou rivière. Et là, je me suis référé à Arthur Pellegrin dans son essai sur les noms de lieux d'Algérie et de Tunisie.
Dans leur ouvrage « Des chars et des tifinards », Yves et Christine Gauthier indiquent que je cite, que plus de 6000 sites rupestres, gravures et peintures, inscriptions libico-berbères comprises, ont été localisés depuis l'Antiquité jusqu'à la mer Rouge et de l'Atlas saharien jusqu'au Sahel. Je ferme les guillemets. Ces chercheurs font remarquer que, je cite, quelques sites très dispersés sont recensés dans le désert libique. Mais il faut aller jusqu'à la vallée du Nil pour observer à nouveau des densités plus élevées de sites dont beaucoup apparaissent dans un contexte pharaonique. Je ferme les guillemets. Allant dans le sens d'une corrélation entre les gravures rupestres et la langue berbère, ces mêmes chercheurs relèvent que, je cite, art rupestre, monuments et langue et langage suivent plus ou moins les mêmes règles de distribution en établissant des relations entre les auteurs des figurations, les défunts et les locuteurs de langue berbère. Je ferme les guillemets. Il souligne également que, et je cite, les inscriptions libico-berbères sont parmi d'autres d'excellents indicateurs de présence de ces populations car elles définissent, mieux que les textes historiques, les limites de ce domaine berbérophone à travers les âges. Je ferme les guillemets. Ce qui montre l'absence de frontières cultuelles parmi les populations berbères de ces temps reculés, c'est la figuration du bélier à disque ou à sphéroïde, qui fut l'objet d'un culte depuis le néolithique dans toute la partie nord de l'Afrique. Alors, Gabriel Germain souligne que toute l'Afrique septentrionale a vénéré le bélier bien avant les temps historiques. Donc, Gabriel Germain, c'est dans le culte du bélier en Afrique du Nord. Alors, sur le plan de la langue, de l'histoire et de la religion, la langue berbère est restée fortement implantée en Algérie et au Maroc grâce à son ancrage montagneux. Elle a néanmoins subi de très fortes influences dans le reste de l'Afrique du Nord géographique, du fait de son frottement avec d'autres civilisations au fil des siècles. Alors, à titre d'exemple, on peut citer Augustin Berg, qui est le père de Jacques Berg, qui disait en 1910 du village de Frenda, qui veut dire en berbère Frenda, ils se sont cachés là. Alors voilà ce qu'il disait, un hameau berbère achevé de s'arabiser. Les éminents égyptologues que sont Desroches Noblecourt et Guy Raché ont confirmé l'existence d'une dominante de langage libico-berbère dans l'Égypte des pharaons. Jean-François Champollion a été jusqu'à donner, par intuition, l'étymologie du cartouche de Ramsès, qu'il déchiffra en inversant le nom Mis et Ra. Il comprit que le mot Mis avait un rapport avec la filiation. Bon, mais sa méconnaissance du berbère ne lui a pas permis de donner l'étymologie du plus prestigieux des pharaons, qui s'appelait Akhenaton. Alors, ce qui est là, en fait, Akhenaton, c'est la déformation grecque de Enki Adon. Enki, c'est je suis en berbère. Donc, je suis Adon. Adon, c'est le dieu soleil. Adon à son coucher, hein. Et donc, Enki veut dire en berbère je suis, alors que Adon fait référence au dieu soleil dans la cosmogonie égyptienne et au seigneur Adonai après l'exode chez les Hébreux. D'ailleurs, le Talmud confirme que le mot Enki veut bien dire je suis. Le Talmud le considère d'ailleurs comme étant le mot des mots. Pourquoi? Parce que lorsque dans la Torah, Dieu s'adressa à Moïse, Yahvé, Dieu donc, s'adressa à Moïse, il lui dit Enki, Yahvé Alehoka, je suis Yahvé ton Dieu. Et donc, étant le premier mot prononcé par Dieu à l'intention de Moïse, c'est pour ça que le Talmud dit que c'est le mot des mots. Alors, l'origine berbère du mot Enki ne fait aucun doute, dans la mesure où c'est la population et le langage
qui précède la religion et non l'inverse. Et les Hébreux, avant de partir en terre de Canaan, ils étaient en Égypte. Donc, il y avait une forte dominante de parler berbère en Égypte. D'où le mot Anki, qui veut dire je suis. Le fait qu'un pharaon de l'importance de Amenhotep IV change son nom en Anki Adon, je suis Adon, montre que le berbère était bien utilisé dans le langage courant de l'Égypte des pharaons. Le mot Amen, qui veut dire en berbère les eaux, fait référence à l'océan primordial duquel est né le dieu Amen-Ra, et non pas Amon-Ra, dans la cosmogonie égyptienne. Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve le mot Amen chez certains pharaons de la plupart des dynasties. Lorsqu'il déchiffra les hiéroglyphes, Champollion a constaté que celles-ci s'écrivaient sans voyelles, comme l'arabe et comme l'hébreu. Ceci impliquait que Amon pouvait se lire aussi bien Amen, Amin ou Amun. Alors, la sacralité de l'eau, mise en relation avec le fait que dans la Torah, Moïse demandait à ses fidèles de ponctuer ses prières par le mot Amen lors de la sortie d'Égypte, nous permet de déduire que c'est bien d'Amen qu'il s'agit et non d'Amon. D'où la nécessité de revoir l'écriture du dieu Amon en Amen et le nom du pharaon Toutankhamon en Toutankhamen. Pour ce qui est de la ville antique de Memphis, qui est l'appellation grecque, sa transcription en hiéroglyphe donne Mennefer, ce qui en berbère donne Amen-Efer, c'est-à-dire caché ou à l'abri des eaux. Cette étymologie rejoint la légende, reprise par Manéthon. Manéthon qui est un prêtre et historien des dynasties pharaoniques, qui relate que le pharaon Ménès, qui est une appellation grecque, avait établi sa capitale en détournant le fleuve avec des digues. Donc ça confirme bien l'appellation, donc l'étymologie en berbère, Mennefer, eau cachée des eaux. Donc il est temps que la signification des noms à consonance berbère de l'Égypte des pharaons soit revue à la lumière de la langue amazigh pour en connaître le véritable sens. Donc là, nous plaidons en quelque sorte pour un authentique calendrier berbère. Mais il n'est pas question de faire comme les Hébreux, qui ont voulu se distinguer en faisant remonter leur calendrier à 5779 années. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait démarrer à moins 3761 années avant Jésus-Christ. C'est Hillel II, le Nagui, c'est-à-dire le chef de la communauté juive, qui, entre 330 et 365, qui conçut le calendrier juif. Il prit pour point de départ l'an moins 3761 en prétendant tenir compte des dates citées dans la Torah, c'est-à-dire dans la Bible, écrites entre le 7e, il faut le rappeler, entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, pour remonter donc jusqu'à Adam. Ça, c'est c'est sa thèse. D'ailleurs, dans son élan, il a même été jusqu'à affirmer que le premier jour de la création du monde, c'était le dimanche 6 octobre, moins 3761 du calendrier julien. En revanche, le calendrier des Berbères égyptiens a été conçu aux environs de 3150 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire durant la période tinnite. Il est la première réalisation connue de l'application des nombres à des observations précises, dont nous gardons à ce jour le témoignage. Il est le résultat de 50 années d'observation réalisées sur les intervalles entre les crues fluviales du Nil par les astronomes berbères d'Égypte. Ces calculs aboutirent à déterminer que l'année comportait 365 jours. Le cycle de l'agriculture
étant conditionnés par les crues du Nil. Il a donc fallu à ces astronomes un siècle pour se rendre compte que leur calendrier comportait une légère erreur, c'est-à-dire 6 heures sur 365 jours. Regardez la précision. Puisqu'au bout de 100 ans, le décalage de saisons, que les saisons c'était les saisons inondations, semailles et moissons, était de 25 jours. Et donc c'est ce qui a fait que l'ingéniosité de ces astronomes leur fit découvrir une autre méthode pour corriger cet infime décalage. Sous la latitude de Memphis, donc à Mennefer, ils observèrent que le lever héliaque de Sirius, qui est appelé à l'époque Sotis, coïncidait avec le début des crues du Nil. Ainsi, la prévision exacte du cycle agricole était-elle préservée. Et c'est un savant formé à Alexandrie, il s'appelle Sosygène, qui fut chargé par Jules César de la réforme du calendrier en l'an 46 avant Jésus-Christ. Alors, cette réforme consista à ajouter un 24 février bis tous les 4 ans. Donc voici pour le calendrier dit julien, mais qui doit tout aux berbères égyptiens. Le calendrier dit grégorien, en usage à ce jour, n'en modifie pas, ne serait-ce que d'une seconde, l'exactitude. Par la bulle Intergravissimas, promulguée le 24 février 1582, le pape Grégoire XIII décida de porter le mois de février à 29 jours, tous les 4 ans. Voici pour le calendrier qui accourt de nos jours et qui doit tout à la civilisation berbère d'Égypte. Cette civilisation connut très tôt l'année de 365 jours et un quart, ainsi que la division du jour en 2 parties de 12 heures chacune. De même que le système de calcul par 10 et par 12, l'ensemble 60, incluant la division en 360 degrés, la division du cercle en 360 degrés, le degré en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Alors, nous en arrivons à la proposition pour marquer l'an 1 de ce calendrier berbère. Je pense que le Haut Commissariat à la Mazérité devrait se pencher sur ces données historiques, géographiques et linguistiques pour déterminer de façon objective l'an 1 du calendrier berbère. Il pourra soit le fixer à l'an moins 3150 avant Jésus-Christ, qui est le début de la période tinnite, et faire correspondre l'année 2020 à l'an 5170, soit prendre pour point de départ l'année de l'accession au pouvoir du premier, ou alors prendre pour point de départ l'année de l'accession au pouvoir du premier dirigeant, disons du premier pharaon monothéiste de l'histoire de l'humanité, le pharaon Enki-Adon, qui correspond à environ 1355 avant Jésus-Christ, ce qui nous situerait en l'an 3375 du calendrier amazigh. Mais en ce qui me concerne, moi je pencherai plutôt pour faire démarrer le calendrier berbère à l'année 3150 avant Jésus-Christ, pour rendre hommage aux premières dynasties berbères habitant les limites est du nord de l'Afrique. La reconnaissance de ce renouveau de l'histoire des Amazirs, de l'Atlantique aux frontières est de l'Égypte, et de nature à permettre de relancer et réorienter la recherche scientifique et historique de ce glorieux passé. Puisse l'adoption de ce calendrier berbère encourager notre jeunesse, à l'instar de nos lointains ancêtres, pour s'inspirer de leur exemple, en s'investissant dans la recherche du savoir dans toutes les matières, qu'elles soient scientifiques, philosophiques ou même astronomiques.